Et le maire, à la retraite de ce boulanger, l'a nommé imam. Voilà, l'ignorance, après l'ignorance, aboutit à des choses aussi grossières que cela. Néanmoins, c'est une des différences, car dans le chiisme, l'imam est le guide de la communauté. L'imam est réellement celui qui représente toute la communauté. Et il se trouve que depuis 1979, le chiisme a, pardonnez-moi aussi cette allusion fort osée, son Vatican, qui est Téhéran, l'Iran. Alors que le sunnisme avait beaucoup de Vaticans, mais un seul a pu s'épanouir durant ces 30 dernières années, c'est l'Arabie Saoudite, notre allié stratégique. Or, aujourd'hui, l'Égypte, avec les frères musulmans au pouvoir, redevient à la fois arabe et vaticanesque, si je puis me permettre. Or, la Turquie se pose également comme un modèle, même si c'est une imposture, puisque la laïcité est inscrite dans la Constitution. Et quand on me dit qu'en juin 2011, M. Erdogan a gagné les élections, on est en train de nous tromper. M. Erdogan savait parfaitement, et tout le monde également, qu'il allait avoir la majorité absolue. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était avoir les 2/3 des sièges pour pouvoir changer la Constitution. Et c'était la dernière fois qu'il pouvait le faire. Il n'a pas pu le faire. Il ne peut pas le faire. Donc il ne peut pas être un modèle aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'Égypte n'en a pas voulu. Elle le lui a dit très clairement. Et donc aujourd'hui, il y a le Qatar qui a envie également. Mais le Qatar, c'est la grenouille qui est aussi grosse que le bœuf. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est vrai qu'ils ont acheté en France, pas seulement le PSG, mais 10,67% de la Gardère, donc de l'ADS, donc de notre défense, donc de notre souveraineté. C'est vrai qu'ils ont acheté des fleurons de l'industrie comme Cégélec, qu'ils ont vite revendu à Vinci pour prendre près de 7% de Vinci, etc. Mais ils achètent aussi le parc quasiment hôtelier des palaces à Paris et ailleurs. Mais ce sont des wahhabites. Et je vais expliquer ce qu'est le wahhabisme. Après le prophète Yamilou, ce sont des gens qui aujourd'hui encore l'appuient des femmes, qui aujourd'hui encore coupent les mains aux voleurs. Certes, ils nous mettent en vitrine la fabuleuse, la merveilleuse Cheikh Hamoza, admise à l'Académie des sciences morales et politiques. Il faut quand même le dire, le souligner. Si nos académiciens marchent encore également sur la tête, que peut-on reprocher aux politiques, sinon une ignorance encore poussée à l'extrême? C'est malheureux à dire. Et on a diabolisé l'Iran. Je vous assure, je ne vivrai pas 5 secondes sous le régime des Mollahs. Mais si je n'avais le choix que entre l'Arabie Saoudite et les Iraniens et les Mollahs, je n'hésiterai pas une seconde. Tout d'abord, parce que les femmes, malgré le tchador, et Dieu sait que le tchador, il faut le combattre, mais sont éligibles et électrices. La vice-présidente de la République, avec tout ce qu'elle peut penser, c'est une femme en Iran. Ensuite, parce qu'à cause de ces différences, si l'ijtihad s'est arrêté à la fin du XIe siècle dans le sunnisme, il ne s'est jamais arrêté dans le chiisme. C'est le même ijtihad qui, en 1910, nous amène à Téhéran les constitutionnalistes qui vont pendre les religieux à n'en plus finir. C'est le même ijtihad qui ramène le Shah en 1941 à la base des Rajars du XIXe siècle. C'est le même ijtihad qui amène Khomeini en 1979 à Téhéran. C'est le même ijtihad qui aujourd'hui remet en question le pouvoir des religieux et l'éclatement du pouvoir à Téhéran. Mais ce n'est pas la première fois, souvenez-vous, dans les années 50, on a diabolisé Nasser. C'est vrai, Nasser, quand même, a eu l'outrecuidance
de nationaliser le canal de Suez. Et pour la première fois, la France et la Grande-Bretagne ont fait une guerre mercantile pour la compagnie du canal de Suez. À la sortie de cette guerre, dans laquelle ils ont entraîné un État qui venait de naître, Israël, qui a hérité depuis lors du label d'excroissance du monde occidental dans la région, eh bien, non content de cela, dans ce monde qui était divisé en deux, à ce moment-là, un monde libre et un monde dit pas libre également, nous avons choisi de nous allier non pas avec le républicain Nasser, qui voulait construire un État moderne sur le modèle occidental, qu'on a traité de communiste alors que je ne sais même pas s'il savait ce que c'était que le communisme, mais on a préféré faire une alliance stratégique avec ceux qui ont une lecture littéraliste du Coran, une lecture rétrograde, une lecture archaïque du Coran. Je vais parler bien entendu de l'Arabie saoudite, qui, au moment où les dictatures, à cette époque-là, nos diplomates ne disaient pas des dictatures, ils disaient des ruptures de représentativité. C'est extraordinaire. Déjà, la guerre de Suez est appelée, même dans mon manuel scolaire jusqu'à maintenant, l'expédition de Suez. Quasiment plus romantique que la guerre de Suez, c'était une guerre pour les Arabes. De nouveau, on dit rupture de représentativité, alors que nous sommes dans les années 57-58. Tous les pays arabes vont connaître une dictature militaire à ce moment-là, avec laquelle on a cohabité, on a coexisté jusqu'en 2011. Ça fait beaucoup quand même. Et au moment où le seul endroit où il y avait une parole libre, c'était précisément le lieu de culte, c'est-à-dire la mosquée. La mosquée était devenue la parole de l'opposition au nom de la religion. Alors que les mosquées ont été à ce moment-là, non pas par des arguments logiques, mais par des arguments sonnants et trébuchants, aux mains des imams saoudiens, que d'ailleurs en 70, ils vont nous envoyer chez nous en France. Donc, voilà l'évolution dont on paye aujourd'hui les conséquences. Regardez une carte. En 1954, le premier chef de la diplomatie israélienne nous disait dans ses mémoires, Moshe Charet, le devenir de l'État d'Israël dans cette région ne peut se faire que dans le cadre des entités, il ne disait pas des États, des entités communautaires, ethniques ou religieuses. C'était un visionnaire. 50 ans, plus de 50 ans auparavant, il a vu les choses. Et aujourd'hui, partout, on a créé quoi? Des petites entités. Avec 3 grandes puissances militaires, stratégiques. L'Iran, depuis l'adolescent, j'entends cette phrase que disaient mes aînés: il n'y a pas de guerre au Proche-Orient sans l'Égypte, il n'y a pas de paix au Proche-Orient sans la Syrie. Aujourd'hui, on devrait ajouter sans l'Iran et la Syrie. Pour la première fois depuis le Xe siècle, l'Empire perse a réussi à s'installer dans l'espace arabe. Bagdad, pardon, Téhéran, Bagdad, Damas, Tyr dans le sud Liban. Quand les Américains, durant la guerre sur l'Irak en 2003, ont fait sauter le verrou irakien, et je ne regrette aucunement la chute de Saddam Hussein, on ne peut pas la regretter. Ils ont fait sauter le verrou irakien, ils ont permis à l'Iran de devenir une puissance méditerranéenne. Et vous voulez que l'Iran renonce à tout cela? Revenez à la guerre Irak-Iran en 1980. C'était une guerre à 3 niveaux. Perse contre arabe, chiite contre sunnite, depuis 661, et enfin stratégique pour le contrôle du golfe Persique, par lequel passe, je vous le rappeler, 17% du pétrole mondial, 65% de notre approvisionnement énergétique à nous, occidentaux, y compris le Japon. Oui, 3
trois puissances, l'Iran, l'Empire perse, la Turquie, l'Empire ottoman et Israël. Aucune puissance arabe désormais. Peut-être que certains pays arabes resteront des relais de puissance, mais certainement pas des puissances incontournables stratégiques. Alors que peut-on faire? Pardonnez-moi de chanter dans ma chapelle. On me dit que la cour stratégique est interdite à tout le monde, c'est vrai. Et j'espère que dans 48 heures, ce sera M. Obama qui sera toujours président de la République, président des États-Unis. Parce que si c'est un avatar de M. Bush, c'est encore la catastrophe pour cette région. En revanche, puisque la cour stratégique nous est interdite, pourquoi ne pas créer une nouvelle cour? Ne souriez pas, la cour culturelle, c'est dont vous faites partie, vous, la chaîne de l'espoir. Précisément, au lieu d'essayer de vendre ces biens des rafales que nous ne vendrons jamais, nous sommes tous d'accord là-dessus, de vendre des chars Leclerc, de vendre des matériels militaires de plus en plus sophistiqués. Prenons de l'argent et construisons des écoles, des collèges, des lycées, des facultés, des universités. Fabriquons des francophones à la chaîne. Oui, c'est vrai, la langue anglaise est universelle dans la communication, mais avouez avec moi quand même que c'est une sorte de sabir de l'anglais. Ce n'est plus la langue de Shakespeare et de Byron. La langue française est toujours une langue de formation et de culture. À un moment donné, dans Paris, j'étais assez surpris que des médecins, les chefs de clinique à Paris étaient tous d'origine libanaise. Et je posais la question, mais c'est normal, nous avons les deux systèmes, français pour la formation, américain pour la communication. Et je trouve que c'était très bien résumé. Et c'est vrai que vous le vouliez ou non, peut-être faut-il être étranger de naissance pour le vivre, le français agit sur nos neurones. Cela nous rend naturellement républicains. Et cela nous rend aussi naturellement laïcs. Si vous exportez la laïcité à partir de l'école et des classes préparatoires, de l'autre côté de la Méditerranée, 80% de leurs problèmes sont réglés. Mais pour cela, il faut tuer la religion. Et la laïcité est formidable parce qu'elle fait la différence entre la foi et la religion. La foi est une démarche intime, viscéralement intimiste. La religion est une organisation temporelle d'une communauté dont les membres croient partager la même foi. Qui dit organisation temporelle, qui dit communauté, implique là aussi pouvoir. Il faut le savoir et choisir ensuite. Mais la foi restera dans l'intime et dans la sphère privée. Si nous construisions des universités, au bout d'une génération et demie, les médecins, les ingénieurs, les informaticiens, tous ceux qui seront passés par là, auront fabriqué des gens qui achèteront français. Économiquement, c'est avantageux. Quelle fut ma joie, moi qui quittais l'université Saint-Joseph en 72 au Liban. On était 2000 étudiants, on devant aujourd'hui qui sont à 12 500 dans toutes les universités, facultés et instituts réunis. Quelle fut ma joie il y a quelques années de voir une jeune fille répondre au discours de fin d'année du recteur en lui disant « Pendant 6 ans, nous avons vécu quasiment une liberté sans précédent sur un îlot. Liberté d'expression, mais surtout de penser. Pendant toutes ces années, vous nous avez appris le doute.
Cette jeune étudiante nouvellement diplômée était issue d'une famille chiite. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous nous avez appris le doute, alors que tout nous vient de Dieu et d'Allah. Elle avait à côté d'elle sa mère voilée et sa sœur qui ne l'était pas. Voilà ce que peut faire la francophonie. Faire bouger les neurones et surtout tuer tout dogmatisme et toute idéologie. Je vous remercie.